Et c'est la suite du Grand Soir Week-end. En ce dimanche soir, évidemment, on va parler politique avec notre invité. Bonsoir, Hugues Rançon. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Député La République En Marche de Paris, vous êtes interrogé, comme tous les dimanches, par Amélie Carouer et Renaud Pilat du service politique. Deux infos importantes. D'abord, cette double défaite, Julie, pour les élections partielles pour le parti présidentiel. Dans le territoire de Belfort et dans le Val d'Oise, et on va commencer par se pencher sur le cas du Val d'Oise. La candidat Les Républicains l'emporte avec 51% des voix contre 48% pour votre candidate Isabelle Muller-Coix. Grosse déception ce soir ? Déception à l'évidence, mais certainement pas un découragement. Vous savez, il est toujours très difficile d'interpréter des résultats des élections législatives partielles pour deux raisons. La première, c'est que la mobilisation est toujours très faible. Là, nous avons moins de 20% de mobilisation sur cette circonscription. Un électeur sur 5 s'est mobilisé. Difficile d'en tirer un enseignement national. Et puis, c'est un enseignement, l'abstention. Vous n'avez pas réussi à mobiliser. L'abstention est évidemment pour toutes les forces politiques d'ailleurs, et toujours un vrai enseignement. Et puis la deuxième leçon aussi qu'on tire, c'est que rarement les élections partielles sont favorables aux majorités en place. Ça va poser un certain nombre de défis pour le mouvement, qui est un mouvement nouveau, dont je vous rappelle qu'il a 1 an et demi d'existence, et il va falloir qu'on réussisse justement à fidéliser notre électorat pour qu'il puisse se mobiliser sur ces élections lorsque nous ne sommes pas sur des grands moments de mobilisation nationale. On écoute justement Isabelle Muller-Coix. On va dire que c'est perdu, voilà. On va féliciter le candidat Savigna des Républicains pour sa victoire. Vous aurez donc un député sans état d'âme sur cette circonscription. On va les regarder quand même, ces résultats, parce qu'ils vont compter pour les prochains jours. 48,55%, c'est le résultat de votre candidate, la candidate de la majorité présidentielle. 51,45%, ça c'est pour Antoine Savigna. Encore une fois, c'est un coup dur. Vous pouvez peut-être relativiser. Peut-être avez-vous échangé des éléments de langage avec la direction d'En Marche, mais c'est un coup dur. Je parle rarement sur la base d'éléments de langage qui me sont fournis par l'extérieur. Je constate aujourd'hui que ces résultats, je vous l'ai dit à l'instant, sont des résultats décevants, mais qu'il n'y a que 400 voix d'écart entre les deux candidats, et que précisément on peut aussi considérer qu'en analysant le report du premier au deuxième tour, il y a un transfert des électeurs du Front National vers le candidat des Républicains, ce qui du coup posera un problème majeur pour la gestion justement de la vie politique dans les prochaines semaines et les prochaines années. Justement, l'enseignement, au-delà, et vous venez de le dire, l'abstention massive, record, 80% d'abstention, c'est-à-dire qu'apparemment vous n'avez pas réussi à mobiliser, malgré, on va y venir, une mobilisation à la fois du Premier ministre et du chef du parti de gouvernement, mais également, quels enseignements vous tirez, au-delà de ces beaux reports du FN, pourquoi ça n'a pas marché, alors que c'était vraiment jouable pour votre candidate En Marche. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? C'était vraiment jouable, puisqu'en effet, elle avait gagné l'élection au mois de juin dernier. Je vous rappelle aussi que c'est une circonscription qui est plutôt traditionnellement ancrée à droite. Donc on est dans un retour logique des choses. Nous sommes aussi dans un mouvement, je vous l'ai dit, qui est un mouvement politique nouveau. Et on peut constater que les formations politiques anciennes, bien qu'ayant à assumer des décennies d'échecs, sont des formations résilientes. Et c'est tout l'enjeu que nous avons aujourd'hui à La République En Marche, c'est de faire en sorte que ce mouvement nouveau, avec un nouveau personnel politique, et je rends hommage à Isabelle Muller-Coix, qui a été députée pendant quelques semaines, mais qui justement avait apporté de sa fraîcheur, de son originalité et de son inexpérience au sein même de nos débats. 8 mois qui s'en vont. Ce qui veut dire que le renouveau qui était votre force pour vous faire élire il y a quelques mois est devenu votre talon d'Achille aujourd'hui ? Non, pas du tout. Je pense qu'il ne faut pas surinterpréter, je vous le répète, ces résultats. Nous avons une deuxième partielle à Belfort qui est aussi un échec, même si la circonscription on va voir les résultats était aussi, à Belfort. Mais là, ça, c'était pas une surprise, parce que la droite était largement favorable. On va rester d'abord un petit peu sur le Val d'Oise. Beaucoup de réactions dans la classe politique, et la droite notamment jubile, Amélie. Elle jubile, oui, la droite. Laurent Wauquiez n'a pas tardé à réagir par la voie d'un communiqué. C'est un désaveu, dit le patron des Républicains, sévère pour la politique du gouvernement. Il parle des effets sur le terrain qui sont sévèrement jugés par les concitoyens. Il évoque le matraquage fiscal des classes moyennes, des retraités, l'explosion sans précédent de l'immigration et de la délinquance. Mais ce n'est pas tout. Valérie Pécresse, qui s'est également déplacée cette semaine aux côtés de Laurent Wauquiez, c'était pas gagné, mais vous avez réussi, beaucoup l'ont dit, à les réunir, a réagi. Bravo Antoine Savigna, une remontada impressionnante cette semaine, extrêmement heureuse de cette belle performance. La droite réagit. Votre réaction justement à la jubilation de la droite ? Je vous l'ai donné, personne ne peut aujourd'hui jubiler à l'idée d'avoir 19% du corps électoral qui se mobilise sur une élection. Aujourd'hui, Laurent Wauquiez s'en satisfait, tant mieux pour lui. Aujourd'hui, Laurent Wauquiez se satisfait d'une remontada
pour reprendre l'expression footballistique de Valérie Pécresse. Je suis d'ailleurs étonné que Valérie Pécresse se félicite de ce report de voix assez automatique du Front National sur le candidat des Républicains, mais c'est à elle de juger de la cohérence de ses propos d'une semaine à l'autre. Aujourd'hui, voilà, je suis déçu. Je vous l'ai dit, je suis d'autant plus déçu que nous avons une candidate qui n'avait pas démérité. Maintenant, ce n'est pas du découragement, c'est au contraire, pour nous, un élément de motivation pour structurer toujours davantage notre mouvement politique et pour expliquer aux Français que la transformation, c'est nous qui la menons. Et qu'aujourd'hui, ces formations politiques-là, si vous me le permettez, Amélie Carrouer, terminer, ces formations politiques-là, celles qui renaissent de leur cendre, sont celles qui ont conduit le pays dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Et donc, nous aurons à mener ce débat politique à l'Assemblée et ailleurs sur les prochains mois et les prochaines semaines. Vous relativisez la portée pour les Républicains. Ce n'est pas du tout ce que fait Laurent Wauquiez, c'est tout à fait logique. J'ajoute que sur Twitter, il estime que c'est la preuve de l'importance de la reconquête menée par la famille des Républicains. La preuve de la reconquête. Un mot, vous avez déjà analysé ce soir les bureaux de vote dans le Val d'Oise. Vous considérez que la victoire des Républicains est due à un très bon report des voix du FN et vous y voyez une sorte de recomposition des droites qui se soutiennent les unes les autres? Non, au-delà même de l'élection partielle de ce soir du Val d'Oise, force est de constater qu'il y a aujourd'hui une radicalisation de la droite des Républicains qui se rétrécit, qui se durcit et qui, sur le fond, en réalité, a peu de différence avec la droite qui est celle incarnée par Marine Le Pen. Vous avez une droite, un bloc des droites ultra-conservatrices. Et ça a marché dans le Val d'Oise, du coup. La stratégie et vous avez un espace central qui est celui que nous occupons, un espace progressiste que nous essayons d'inventer. Mais qui n'a pas réussi à mobiliser dans le Val d'Oise. La stratégie, à l'évidence, aujourd'hui, a plutôt porté ses fruits pour les Républicains de rapprochement entre la droite et l'extrême droite. Il y a une autre réaction, pas du tout la droite, hein. Une autre personnalité politique qui jubile, c'est Jean-Luc Mélenchon. On va regarder également sa réaction sur Twitter. Il estime que Macron a été battu dans les 2 élections partielles. C'est l'ancienne droite qui bat la nouvelle droite. Votre réaction? Je le sentais moins satisfait des résultats du premier tour lorsque sa candidate a fait moins de 10% et que c'était un échec flagrant et un vrai recul par rapport au mois de juin. Jean-Luc Mélenchon est souvent bon pour commenter et pour commenter les résultats des autres. Il est moins couronné de succès. Vous reconnaissez que cette soirée offre une formidable opportunité pour ceux qui veulent vous désavouer de dire que vous êtes dans l'erreur et pour la gauche de dire que vous êtes à droite. Mais le débat se poursuivra avec ce nouveau député des Républicains dont nous examinerons les positions. Nous essaierons de voir si elles sont réellement transformatrices, s'il veut vraiment réformer le pays et voter les réformes que nous engageons. On va y venir sur pas mal de sujets. Voilà. Et c'est sur les actes, et c'est sur ces actes-là au Parlement que les politiques doivent être jugées. Vous savez, moi je pense que je serai jugé comme tous mes collègues parlementaires sur les résultats de la politique économique, de la politique sociale et de la transformation Est-ce que les nous nuages menons. ne commencent pas un peu à s'accumuler pour vous? Regardez ce qui s'est passé hier dans toute la France. Les motards en colère qui ont même bloqué le périphérique parisien pendant une grosse demi-heure. Ça râle, ça commence à protester un peu partout. Amélie? Oui, en effet, ces motards qui ont été rejoints par des automobilistes même à Paris pour bloquer le périphérique, ils s'en prennent bien sûr à cette mesure, la baisse, la limitation de la vitesse à 80 km/h sur les voies secondaires. On va écouter ce qu'ils disent, les motards, parce qu'ils ne parlent pas que de la limitation de vitesse et c'est ça qui est intéressant ce soir. On écoute. On a ras-le-bol d'être pris pour des vaches à lait, aussi bien en voiture qu'en moto. Et que les 80 km/h, ça servira à rien du tout, à part mettre des sous dans la caisse de l'État, c'est tout. Macron est bien gentil, mais lui, il se balade, il voyage, pendant que nous, on galère. Donc maintenant, il y en a marre. On a des taxes sur le carburant qui ont augmenté, l'essence et le diesel, l'énergie pour se chauffer, pareil. Et puis au mois de mai, on a le contrôle technique qui arrive avec un prix exorbitant et puis des règles de filtrage qui deviennent réellement pénibles. Donc les décisions du CISR du 9 janvier sont la grosse goutte qui fait déborder le vase qui est bien plein. On en a ras-le-bol d'être pris pour des vaches à lait. Est-ce que vous comprenez leur colère? On comprend toujours la colère des Français lorsqu'ils l'expriment, parce que lorsque quelqu'un exprime une colère, c'est qu'à un moment donné, il a un ressenti. Ce que je veux dire, c'est que sur les 80 km/h, pour reprendre le point de départ de cette colère, c'est que précisément, on assume très bien cette décision. Vous savez, il n'est pas normal en France qu'en 2018, on puisse encore mourir sur la route. Quel que soit le prix politique que moi, Hugues Rançon, député de Paris, j'ai à en payer dans 4 ans et demi, je considère que si nous arrivons à sauver des vies sur la route, nous aurons réussi notre pari. Nous devons investir
très massivement dans les dispositifs pour lutter contre la mortalité au volant, pour lutter contre la violence routière. Nous devons investir très massivement dans la recherche et le développement pour la voiture autonome, pour la voiture intelligente. Il parle aussi pouvoir d'achat. Nous devons, sur la question de la sécurité routière, mais ils font un amalgame. Vous entendez les sonores? Vous dites précisément, vous le dites vous-même, ils font un amalgame. Ce sont deux sujets bien différents. Les phrases par il y en a marre. Un truc de plus qui s'annonce à un autre et un autre et un autre. Le coût de la vie, les taxes sur les carburants et ce type de dispositif, c'est un sujet majeur. C'est la question du pouvoir d'achat sur laquelle nous travaillons beaucoup puisque nous vous rappellerons les différents dispositifs que nous avons. Si je peux me permettre, vous vous êtes beaucoup expliqué ces dernières semaines, le Premier ministre aussi, sur cette question du pouvoir d'achat et du prix de l'essence. Qu'est-ce que vous dites à tous les gens qui nous regardent, notamment en province, en région, qui font beaucoup de trajets et qui voient effectivement ces prix-là, qu'on soit en 2 roues ou en voiture, augmenter? Non, mais la question de la taxation, et notamment sur le diesel, évidemment, il y a des fiscalités qui sont incitatives, d'autres qui ne le sont pas. Le niveau du prix du carburant sur lequel, évidemment, les pouvoirs publics n'ont pas toujours la main, mais il y a aussi la question sur les 80 km/h. Au-delà de la mortalité, c'est un sujet qui va favoriser la fluidité des transports et des véhicules, et c'est aussi un sujet qui va permettre une moindre consommation de carburant. Donc si on veut vraiment amalgamer les sujets, amalgamons-les, mais faisons-les de manière honnête et transparente. Et à aucun moment dans votre autocritique par rapport aux résultats de ce soir, vous ne vous dites que peut-être vous payez en partie ces mesures et que peut-être vous avez un travail supplémentaire à fournir dans la pédagogie autour de votre engagement. Vous parliez, cher Damien Givlet, de nuages qui arrivent. J'ai entendu ce qui s'est passé la semaine dernière, les EHPAD, le mouvement dans l'administration pénitentiaire. On parle aujourd'hui des 80 km/h sur la route, bien sûr. Mais est-ce que c'est cette nouvelle majorité qui aujourd'hui a organisé la situation dans laquelle est le pays? Non, à l'évidence. Je vous disais tout à l'heure que des formations politiques ont accumulé les non-décisions pendant des années et des années. La situation dans les prisons, ce n'est pas La République En Marche qui en est la responsable. La question de la situation des EHPAD et du manque de moyens qu'a mobilisé le pays pour justement s'occuper de la question de la dépendance et des personnes âgées dépendantes, ce n'est pas La République En Marche. Donc aujourd'hui, nous avons mois de soleil et d'état de grâce et facile. Là, vous commencez à entrer dans le dur et donc vous payez les erreurs des autres. Nous avons tout à fait à traiter un certain nombre de sujets qui n'avaient jamais été traités jusqu'à présent. Ce n'est pas une nouveauté de le dire ici ce soir, mais je crois que c'est aussi important de le rappeler. La poussière a été mise sous les tapis pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, nous voulons réellement nettoyer en profondeur le pays et le transformer, et nous entrons évidemment dans le dur. Et Emmanuel Macron s'effondre dans les sondages. Oui, sondage pour les Échos et Lab de ces derniers jours. Au mieux, la presse titre sur le premier avertissement pour Emmanuel Macron. Au pire, c'est Macron s'effondre au même niveau que François Hollande. Bref, c'est pas bon. Moins 4 points dans le baromètre Lab pour les Échos et Radio Classique. 38% de confiance. Retour à la case départ. C'était les sondages du point de départ d'Emmanuel Macron. C'est quoi, trop de com', pas assez de résultats? Non, c'est aujourd'hui une forme de petit trou d'air dans ces sondages qui, en réalité, sont des correctifs par rapport à l'embellie de la rentrée que nous avions eue. Vous savez, moi, je ne vais pas être sur vos plateaux pour commenter les hausses ou les baisses de popularité. Aujourd'hui, nous avons une approche assez exigeante qui est celle de mettre en place les mesures pour lesquelles nous avons été élus. C'est de faire en sorte que toutes les promesses que nous avons tenues pendant la campagne électorale soient réalisées sur le terrain, quel que soit le prix. Et ça va être long. Vous êtes d'accord que ça... Évidemment, mais nous sommes là, cher Renaud Pilat, pour 5 ans. Le président lui-même a dit que les résultats, notamment sur le front de l'emploi ou même du pouvoir d'achat, n'allaient pas arriver avant 12 à 18 mois. Donc pendant 18 mois, vous êtes en train de dire que ça va être difficile, que vous allez baisser, que vous allez perdre des partiels et que finalement tout ça est normal. Nous mettons en place, j'imagine que nous en gagnerons d'autres, de la même façon que j'imagine que les enquêtes d'opinion sont plus favorables que d'autres. Et que nous n'allons pas fixer notre action au regard de ces courbes de popularité et de ces conjonctures politiques. Nous allons fixer... Mauvaises, hein. Non, je vous l'ai même dit quand elles étaient bonnes, puisque c'était pour moi-même une des justifications de la hausse de popularité, c'est que nous agissions pour mettre en place le programme pour lequel nous avons été élus. C'est une approche exigeante, c'est une approche nouvelle, apparemment, ça se grippe, là en 2018. Parce que alors, je ne crois pas que les choses se grippent. Je pense qu'il y a des décisions. On parlait des 80 km/h qui sont à l'évidence qui suscitent de l'insatisfaction, et je le comprends, parce qu'en matière de lutte contre l'insécurité routière, toutes les avancées
qui ont été faites par tous les gouvernements successifs. Vous savez, j'ai travaillé avec Jacques Chirac au moment, justement, en 2002, où il en a fait une cause prioritaire de son quinquennat, où on a mis des radars fixes sur les routes. Sa popularité en a pâti, évidemment. Mais vous avez eu plusieurs milliers de morts par an en moins sur les routes. Et là, vous en espérez 350 à 400 de moins avec cette mesure. 300 à 400 Alors, autre source de colère en ce moment, c'est la réforme de la fonction publique. Est-ce qu'on peut revenir dans le détail, Amélie, sur ces mesures? Oui, et qui permettent à certains de parler d'un big bang de la fonction publique, parce que cette semaine, l'exécutif a annoncé vouloir évoquer un plan de départ volontaire pour les fonctionnaires, ceux qui ne souhaiteraient pas vivre la réforme de l'État qui va arriver dans les prochaines semaines, étendre le recours aux contractuels et développer le recours à la rémunération au mérite. Alors le patron du mouvement La République En Marche, bien évidemment, défend l'action gouvernementale. Il était ce matin invité de LCI et il dit qu'il est prêt à tout mettre sur la table, même l'emploi à vie des fonctionnaires. On l'écoute. Vous avez 5,5 millions de fonctionnaires en France, ce système ne marche pas. Donc oui, il faut tout poser sur la table. Parce qu'effectivement, on ne peut pas valoriser les gens qui bossent. On peut pas non plus, on n'a pas aujourd'hui d'indicateur de qualité. Est-ce que l'usager qui vient auprès du service public est satisfait de la qualité du service public? Je pense que c'est nécessaire d'oser poser ces questions-là. Alors réformer la fonction publique, c'est jamais facile, mais alors là, vous y allez fort. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Laurent Berger, le patron de la CFDT. Et ça fait un petit peu mal peut-être pour vous de voir comment il réagit, Laurent Berger, parce que parfois il vous accompagnait quand c'était le plus difficile pour les syndicats de le faire. Il le dit, ils y vont fort, la CFDT demande des clarifications, il y a un gros problème de méthode. C'est très étonnant d'annoncer une concertation sur toute l'année 2018 et de donner dès à présent une partie des conclusions. C'était dans Le Monde. Ça va être chaud ? Alors, rappelons quand même, parce que je vois le bout de la lorgnette par lequel vous prenez le sujet, qu'au cœur de notre réflexion sur la fonction publique, on était justement très éloigné des positions de François Fillon qui souhaitait revenir sur 500 000 emplois dans la fonction publique. Et je pense que le point de départ de notre réflexion aujourd'hui, c'est de savoir quel est le service public dont la France a besoin en 2018. Quel est le périmètre de l'État et d'intervention de l'État? C'est un périmètre qui, évidemment, d'une année sur l'autre ou d'une décennie sur l'autre, évolue. Et il s'agit justement de d'abord considérer qu'on va réfléchir sur les missions de l'État et que le nombre de fonctionnaires ou le statut du fonctionnaire n'est que la conséquence de l'intervention de l'État et des domaines d'activité. Vous en voulez 120 000 150. 120 000, c'est l'engagement. Mais précisément aujourd'hui, moi je considère qu'il ne faut pas réagir ou il ne faut pas raisonner avec un rabot sur ces questions-là. Il y a des domaines dans lesquels il n'y a pas assez de fonctionnaires. Dans la police, d'ailleurs, nous allons créer 10 000 postes de policiers et de gendarmes sur le quinquennat. Dans l'administration pénitentiaire, Nicole Belloubet en a annoncé 1100 de plus pour les 4 prochaines années. Dans l'éducation, évidemment, parce que les profs et les instituteurs sont essentiels pour le lien social et pour la construction de la France de demain. Donc avec la souplesse dans le système que vous voulez introduire dans la fonction publique, de la souplesse, du salaire au mérite, c'est effectivement un big bang si vous faites ça. Vous allez avoir toute la fonction publique dans la rue. Quelle est la méthode qui fait que ça va marcher? Laissez-moi justement vous expliquer la méthode. Définissons ensemble quels sont les domaines dans lesquels l'État doit intervenir. Quels sont les domaines prioritaires. Voyons ensuite les domaines qui le sont moins ou qui le sont un peu moins qu'ils ne l'étaient auparavant. Et partons du principe que nous devons avoir une vraie politique de RH dans la fonction publique, de pouvoir permettre justement la formation des agents publics, ceux qui occupent aujourd'hui une mission dans un domaine qui ne relèverait plus de l'intervention de l'État pourraient demain être formés pour occuper une autre mission dans un autre domaine. Et ceux qui ne veulent pas un plan de départ volontaire, et comme dans le l'enjeu privé. De la formation. Mais il y a ceux qui n'aimeraient pas aller exercer une autre mission ailleurs, et c'est tout l'enjeu du plan de départ volontaire qui a été annoncé par le Premier ministre et par Aucun syndicat n'est d'accord. Hein. Aucun syndicat n'est d'accord. Les choses sont sur la table. Nous sommes au début d'une concertation. N'imaginez pas immédiatement que les gens seront demain dans la rue, puisque nous mettons sur la table, ce qui a été d'ailleurs au cœur de l'engagement, vous l'avez rappelé à l'instant, d'Emmanuel Macron sur le périmètre de la fonction publique et justement sur la modernisation de la notion de service public. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse avoir une action publique. Mais on ne comprend pas la méthode. Et adaptée. Avant, vous désamorciez avant sur la loi travail, vous voyez les syndicats un par un, vous divisiez, etc. Là, tout d'un coup, paf, vous lâchez l'info. Évidemment, les syndicats se braquent. La méthode est exactement la même. Nous allons ouvrir un large processus de concertation et de débat pour pouvoir avancer sur ces sujets-là. Mais l'exigence qui est la nôtre, c'est de pouvoir avancer et de considérer que nous devons moderniser l'État, que nous devons moderniser l'action publique. C'est une meilleure rémunération au regard des résultats, c'est de la formation, c'est en effet d'avoir un meilleur dialogue social dans la fonction publique, c'est l'aspect RH. Il faut aussi investir dans le domaine de la qualité du service. Il y a beaucoup de moyens qui sont mis en France
beaucoup de dépenses publiques sur le service public. Est-ce que cette dépense est toujours justifiée? Est-ce qu'elle a toujours les résultats escomptés? Est-ce que les citoyens sont satisfaits de leur service public? Dit ça marche pas. C'est ce que nous voulons aujourd'hui aborder de manière très transparente. Mais vous savez bien que c'est un dossier auquel tous les gouvernements se sont cassés les dents. Est-ce que, et là on va parler 2 secondes de votre dispositif politique, on voit avec vos résultats ce soir partiels perdus, est-ce qu'à La République En Marche, est-ce qu'au sein du groupe des députés La République En Marche, vous êtes assez armés politiquement pour, dans les mois qui viennent, défendre l'action du gouvernement? Il y aura peut-être des manifestations très importantes de la fonction publique. Est-ce que le groupe La République En Marche est assez efficace? On voit 15-20 députés, toujours les mêmes sur les plateaux. Où sont les autres? Bref, est-ce que vous êtes prêts à ces combats-là? Nous sommes prêts à ces combats-là, puisque je vous le rappelle, nous avons aujourd'hui mandat des Français pour transformer le pays, qu'il y a une nouvelle génération de politiques, d'experts, de sujets qui connaissent parfaitement bien. Mais on les voit pas. On les voit pas, La République En Marche. Quand Jean-Michel Fauvergue parle de questions de sécurité ou de lutte contre le terrorisme, l'ancien. Mais vous êtes 15 ou 20? Mais nous ne sommes pas 15 ou 20. Sur 312, on est ravis de vous avoir. Nous sommes 312. Et où sont les autres? Est-ce que Richard Ferrand forme les autres députés? On ne les voit pas. Richard Ferrand fait un travail remarquable à la tête du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Christophe Castaner met en place les dispositifs du parti qui est un nouveau parti, je répète. Aujourd'hui, nous avons le mandat des Français qui ont voulu faire confiance. Non, cher Renaud Pilat. Ils ont voulu faire confiance à une nouvelle génération, un nouveau mouvement politique qui n'existait pas il y a 1 an et demi. Nous allons aborder les sujets de manière très différente que ce qui était fait jusqu'à présent. Mais ce qui a été fait jusqu'à présent, aujourd'hui, ces gens-là sont comptables de la situation catastrophique dans laquelle nous avons pris la France. Rapidement, vous avez 2 autres difficultés en ce moment. Des représentants locaux du parti du mouvement La République En Marche qui claquent la porte ici et là par fatigue des organisations. Vous avez aussi dans vos rangs toujours des députés qui, encore cette semaine, nous disaient il n'y a pas assez de virage social, nous n'avons pas assez de gages, nous attendons encore. Vous faites comment pour gérer tous ces fronts? Nous avons un groupe large avec des personnalités politiques qui viennent d'horizons différents. Même des députés qui nous disent que le groupe est mal géré par Richard Ferrand. Vous imaginez? Je pense qu'il est difficile de gérer un groupe de plus de 300 députés. C'est la limite du système? A fortiori avec des parlementaires qui n'étaient pas élus jusqu'à présent, qui viennent d'horizons différents. Il faut faire vivre ces différentes sensibilités, ces différentes... il faut que les textes puissent être enrichis, il faut que des talents puissent émerger. Vous avez un conseil à donner à Richard Ferrand? Je n'ai évidemment aucun conseil à donner à Richard Ferrand, si ce n'est qu'il a tout mon soutien et toute mon estime pour mener cette mission, qui est une mission compliquée. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes venu nous voir ce dimanche soir sur LCI. Tout de suite, un nouveau journal et ensuite, on débriefe l'actu du week-end et de la semaine à venir. À tout de suite.